Alain Avello, donc président du collectif Racine, d'être venu, d'avoir accepté d'intervenir devant nous sur le thème de l'école, qui est effectivement, comme le nom de la conférence l'indique, un enjeu majeur pour la nation française. Et nous avons donc à la fois le président du collectif Racine, mais aussi un conseiller régional du Pays de la Loire, et même vice-président du groupe Front National au conseil régional des Pays de la Loire. Donc vraiment merci Alain d'être venu, et même si ça fait du trajet, ça me fait toujours très 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 plaisir de t'avoir, et j'espère que ça t'a pas trop bousculé dans tes plans. Mais bon, une fois n'est pas coutume, vous savez que j'ai pas l'habitude de faire des petites introductions ici au forum, généralement soit je ne suis pas là, soit je ne suis pas là. Et je voulais simplement introduire le propos par un bref rappel historique, très bref. Alors, je souhaiterais revenir en particulier sur l'origine même de l'école, telle qu'on peut se la figurer, telle que la République française l'a façonnée, mais aussi la monarchie constitutionnelle, et même le Premier et le Second Empire. Et je tiens quand même à dire la République, parce que c'est elle qui a fixé les grandes orientations de l'école, telles que nous la connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est ni la deuxième, ni la troisième, ni même encore la cinquième République, la quatrième non plus, qui a imaginé les concepts sur lesquels se fonde l'école républicaine, mais bien la première République. La République, on la connaît relativement peu. C'est celle qui advient lors de la décapitation, la séparation en deux de Louis Capet le 21 janvier, et qui donc proclame la République en 91. Et donc entre 91 et 94, il y a de nombreux penseurs, de nombreux philosophes, de nombreux conventionnels qui élaborent des projets d'instruction publique pour permettre de transformer le système d'Ancien Régime fondé sur quelque chose de relativement injuste, c'est-à-dire la naissance, pour l'établir cette fois-ci non plus sur quelque chose d'incontrôlable et de discriminant, mais bien sur le mérite, qui est fondé sur les aptitudes de chacun à progresser dans la société française. Et donc, bon, je voudrais vous rappeler, je pense que vous connaissez tous cette citation, mais je pense elle démontre vraiment cette idée. Donc vous avez le mariage de Figaro, donc de Beaumarchais, et Figaro, s'adressant au comte d'Almaviva, dit « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on n'en ait jamais mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter. » Donc voilà, l'esprit c'est vraiment de la séparation entre donc, la naissance, qui est l'Ancien Régime, qui octroie des places dans l'Ancien Régime, et le mérite qu'on se forge soi-même par les études, par le travail, et qui donc rend une société, on va dire, plus juste. Et donc, dans cette pensée, l'école n'est pas un projet autoritaire qui a comme objectif de gommer toutes les distinctions sociales. L'école, c'est ce qui permet que les distinctions sociales soient fondées sur les mérites de chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est un facteur contrôlable. Et il me semble que les grands progrès dans l'éducation du XVIIIe et du XIXe siècle étaient au nombre de 4, selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez. 1. L'instruction gratuite. 2. L'instruction obligatoire. 3. L'instruction laïque. Et 4. L'instruction des femmes. Il me semble que c'est les 4 points importants, et peut-être commencer rapidement pour vous montrer que c'est vraiment 4 points qui sont basés sur la Première République et non pas sur des idées qu'on peut dire de Jules Ferry ou autres. Ce n'est juste que des reprises, tout cela. C'est les lois de 1881 et 82 qui sont fondatrices de l'école républicaine, ne sont pas issues d'idées forgées par les républicains radicaux. Alors, je vous rappelle par exemple un élu de la riche noblesse aux États généraux de 1789, un élu de la noblesse, donc qui était Michel Lepelletier Saint-Fargeau, qui avait développé tout un plan d'éducation et qui a été panthéonisé suite à son assassinat le 20 janvier 1793 par les royalistes. Et donc il n'a jamais pu défendre lui-même son projet à la tribune de la Convention, mais d'autres s'en sont chargés. Son plan prévoyait la gratuité de l'éducation pendant 7 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans, de tous les enfants du pays. Absolument tous. Pour pallier au manque de moyens des familles, pris en charge totalement par l'État, pour pallier au manque des familles, les enfants devaient être totalement pris en charge par la communauté, l'instruction publique étant financée par un prélèvement national progressif, c'est-à-dire que les riches contribuaient plus, les pauvres moins. Et donc c'était une taxe annuelle prélevée sur les ménages. Et Maximilien Robespierre, puisque c'est lui qui a défendu le projet de loi à la tribune de la Convention, disait
je pense que c'est vraiment cette phrase qui montre qu'ils avaient cerné le problème. Il disait « Les personnes aisées, c'est-à-dire le plus petit nombre, ont tout l'avantage. Quiconque peut se passer du travail de son enfant pour le nourrir et la facilité de le tenir aux écoles tous les jours et plusieurs heures chaque jour. Mais quant à la classe indigente, comment fera-t-elle? Cet enfant pauvre, vous lui offrez bien l'instruction, mais avant, il lui faut du pain. » Voilà, on comprend que l'instruction n'est possible que dès lors qu'on parvient vraiment à nourrir ces populations, à lui permettre de se développer, et ensuite l'instruction vient derrière. C'est là que la gratuité, l'œuvre de la gratuité intervient, et que les conventionnels comprennent le vrai souci de l'instruction. Alors, donc, il me semble, bon, je vais citer vite fait l'article 2 du plan d'éducation du Plessis-Saint-Fargeau, qui était défendu par Robespierre à la tribune, qui disait « L'éducation nationale sera égale pour tous recevront même nourriture, même vêtements, donc c'est-à-dire l'uniforme. C'est d'autres questions qui se posent ensuite, hein. Je ne vais pas aborder ça, mais même instruction et même soins. » Donc vous constaterez que l'idée de la gratuité n'est pas récente, et surtout, on voit vraiment cette idée de même instruction, même vêtements. Il y a vraiment une égalité aussi sociale, c'est-à-dire qu'on ne va pas permettre qu'un jeune du tiers-état ne soit pas capable de pourvoir à son propre habillement et se retrouve en guenilles face aux riches héritiers dans la même classe. Donc c'est vraiment l'idée, aussi l'égalité est partout. Ensuite, l'instruction obligatoire, pareil. Dans le même plan de ce monsieur Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, son article 3 disposait « L'éducation nationale étant la dette de la République envers tous, la dette de la République, tous les enfants ont le droit de la recevoir et les parents ne pourront se soustraire à l'obligation de les faire jouir de ces avantages. » Impossibilité des parents de retirer les enfants de cette école jusqu'aux 12 ans. C'est pas possible. C'est un peu cette même idée des 16 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu forcer pour permettre vraiment qu'aujourd'hui ce soit dans nos têtes nous soyons capables de comprendre que l'éducation est vraiment obligatoire jusqu'aux 16 ans. Donc il a fallu forcer, parce qu'il était peut-être plus simple d'envoyer l'enfant au champ quand on n'avait pas de quoi manger. Parce qu'il était une bouche en plus à nourrir, alors que là, il était pris en charge par l'éducation nationale. Et donc il y a vraiment cette idée de dette de la République. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans j'octroie. C'est un droit. Il y a un droit même à l'éducation. Puisque la République n'est pas un régime neutre. La République a cette vocation de faire l'éducation de ses citoyens. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que j'essaie de raccourcir, mais j'ai toujours du mal à raccourcir mon propos. Alors l'instruction laïque, là on arrive sur un point un peu plus, on va dire, conflictuel parfois. Alors, elle est déjà pensée, elle aussi, lors de la Première République française, dans le même plan du Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, et les Girondins modérés même. C'est-à-dire que là, on parlait de Plessis-Saint-Fargeau, qui est plutôt un jacobin, il faut le dire, mais il y a aussi les modérés, c'est-à-dire les Girondins. Et je pense notamment à quelqu'un comme Condorcet, qui avait lui-même fait un plan d'instruction publique. Et Condorcet disait, si je vous asseoir, Condorcet disait dans son propos, il disait « Deux classes ont presque partout exercé sur le peuple un empire dont l'instruction seule peut le préserver. Ce sont les gens de loi et les prêtres. Les uns s'emparent de sa conscience, les autres de ses affaires. » Alors là, l'instruction laïque, on voit qu'elle s'érige directement contre le clergé. Non pas qu'il y avait un idéal des Girondins ou même des montagnards d'en finir avec la croyance religieuse, loin s'en faut, notamment Martin de Condorcet qui n'était pas un anticlérical primaire. L'idée était simplement que le clergé était à ce moment-là omnipotent et permettait à toute une partie d'opposition, que ce soit étrangère ou intérieure, de fomenter des révoltes et donc avait la main sur un grand nombre de citoyens français, des citoyens sans même le savoir, je pense aux Vendéens ou autres. Alors, pourtant, de manière assez originale, c'est la monarchie constitutionnelle, celle donc de Louis-Philippe, puis la Troisième République, qui renforceront l'enseignement laïque. La première, donc la monarchie constitutionnelle, en retirant au clergé le monopole de l'instruction primaire, et la seconde, en instaurant définitivement l'enseignement laïque fondé sur le développement de tout un corps d'enseignants qu'on a connu en France sous le nom des hussards noirs. Je pense que le hussard noir que nous aimons sans doute le plus au Front National, c'est Charles Péguy. Et donc, on peut très bien voir à travers son exemple, et un exemple de mérite social, puisque c'est un homme qui venait du peuple, et qui a pu monter dans les strates et faire l'ENS grâce à cette instruction gratuite, et deuxièmement, un homme qui a porté l'idéal laïque au sein même de couches sociales qui étaient, dans les couches les plus populaires, des fois très agressives vis-à-vis de la laïcité. Et enfin, le quatrième point, qui me paraissait aussi intéressant, c'est l'instruction des femmes. Alors contrairement à ce qu'on peut dire, l'instruction des femmes, ce n'est pas la 5e République, ce n'est pas la 4e, ce n'est pas la 3e, ce n'est pas la seconde, c'est la première.
la Première République. Dans le même plan du Michel Le Pelletier-Saint-Fargeau, que vous finirez par connaître à force de l'avoir répété 10 fois tout à l'heure, l'article 1 disait « Tous les enfants seront élevés aux dépens de la République, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 pour les garçons, et depuis 5 ans jusqu'à 11 ans pour les filles. » Donc l'éducation des femmes, c'est pas quelque chose de totalement nouveau, ça existait déjà. Et donc en 1850, la loi Fallou, donc c'est la Deuxième République cette fois-ci, reprend l'idée, avant qu'en 1867 elle soit réellement effective, et cette fois-ci sous le Second Empire, parce que 1867 c'est le Second Empire, par Victor Duruy, que vous connaissez sans doute parce que les noms de lycées très souvent portent le nom de Victor Duruy, notamment des grands lycées parisiens qui s'appellent Victor Duruy, et qui forcera, le ministre de l'Instruction publique, forcera chaque commune de plus de 500 habitants à disposer d'une école pour filles. Il ira même jusqu'à penser à un enseignement secondaire pour les femmes, révolutionnaire, en 1867, révolutionnaire cette pensée, sous un Second Empire, c'est pas un régime particulièrement progressiste. Mais bon, malheureusement, là, cette fois-ci, c'est le clergé qui s'y opposera et qui empêchera toute possibilité de créer cet enseignement secondaire pour les femmes. Bon, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas jusqu'à Ferry, parce qu'il me semble que c'est un truc qu'on a vu, revu en histoire. Je me dis peut-être que même tu en parles rapidement. Non, on ne pas les choses historiquement, mais donc il y a une très grande complémentarité, c'est très bien. Bon, alors, Jules Ferry, on fera ça d'autres fois, mais alors, je voulais simplement conclure. Alors, il me semble qu'il faut comprendre l'utilité de l'école républicaine. C'est-à-dire que le fait que ce soit gratuit, laïque, obligatoire, l'enseignement des femmes, c'est intéressant, mais il faut comprendre la pensée derrière, c'est-à-dire quel est l'argument idéologique qui se retrouve derrière. Il me semble qu'on peut citer, dans un premier temps, Victor Hugo, dans Les Misérables, qui dit « Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. J'ai voté la fin de ce tyran-là. Ce tyran-là a engendré la royauté que l'autorité, qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. » C'est un peu cette logique du 19e siècle, c'est la très pensée de la science, de la raison, donc on pourrait remettre aujourd'hui en cause. On a l'idéologie du progrès qu'on a pu voir, que tu connais bien, parce que j'imagine que tu as lu comme moi, Michéa, sur la question, l'idéologie du progrès qui aujourd'hui qui va extrêmement loin, et beaucoup trop loin même, par rapport à, on va plus noter les élèves, voilà, c'est des choses comme ça. Et je pense que dans un deuxième temps, on pourrait citer Condorcet, encore une fois, mais que je ne sois pas du tout un fan de Condorcet, qui disait « Quand bien même la liberté serait respectée en apparence et conservée dans le livre de la loi, la prospérité publique n'exige-t-elle pas que le peuple soit en état de connaître ceux qui sont capables de la maintenir, et l'homme qui, dans les actions de la vie commune, tombe par le défaut de lumière dans la dépendance d'un autre homme, peut-il se dire véritablement libre ?» Je pense que c'est la deuxième partie qui est vraiment importante. L'homme qui, dans les actions de la vie commune, tombe par le défaut de lumière dans la dépendance d'un autre homme, peut-il se dire véritablement libre? Et vous retrouvez donc la deuxième logique, qui est la logique de liberté, et qui est sous-jacente, très clairement sous-jacente, après l'idéal de l'égalité des Jacobins, dans l'école républicaine française telle qu'on la connaît. Et je laisse Alain intervenir suite à ça, et même rendre plus garnie ma petite introduction s'il y a des failles, et si tu trouves qu'il y a des choses que j'aurais pu peut-être mieux développer. Je ne prends pas, comme on avait parlé. D'abord, bonsoir à tous et merci de votre présence. Merci en particulier à Davy de m'avoir invité ce soir. Donc en fait, non, il y a une complémentarité parce que d'abord, je ne suis pas historien de formation, donc j'aborde assez peu dans mon propos les choses de façon historique. Je les aborde davantage sous l'angle des principes de notre école que tu as éclairé historiquement donc. Ceci pour prétendre, essayer de vous faire prendre la mesure, mais tout le monde le soupçonne intuitivement, de ce que ces principes ont été bafoués par 40 ans de réformes absolument aberrantes. Et notre école se porte très mal et notre université ne se porte pas mieux. Et bien sûr, puisque c'est ce que nous faisons dans le cadre des collectifs en général, et particulièrement dans le cadre du collectif Racine des enseignants que je préside, eh bien, apporter des solutions à ces 40 ans de déclin, tracer des voies de redressement. Je laisse affleurer, avec les permissions nécessaires, un certain nombre de propositions qui pourraient bien se retrouver telles quelles ou un peu transformées dans le programme Éducation de Marie. Donc, une nouvelle fois, merci à vous tous et merci à Davy. Avec son accord, j'ai choisi d'inscrire cette intervention dans la continuité des conférences que je donne devant les fédérations du Front depuis quelques semaines déjà. J'étais à Marseille il y a quelques semaines, il y a peu de temps,
je serai à Mont-Solémine bientôt, à Épinal à la rentrée. Donc c'est un cycle de conférences dont le thème est le même, c'est l'intitulé de ce forum FNJ, École, un enjeu pour toute une nation. Que l'école soit un enjeu pour toute une nation, déjà vous en attestez par le fait que votre présence révèle que la question vous touche. Tout le monde est effectivement concerné par la question de l'école. Nous avons tous été, vous êtes encore étudiants, anciens élèves, parents, futurs parents bientôt, ou enseignants comme c'est mon cas, de sorte que c'est incontestable, oui, l'école nous concerne tous. Un petit point cependant, si le Front National s'est en fait longtemps tenu à distance des problématiques scolaires, il était plutôt dans un rapport longtemps de critique, enfin de frilosité peut-être par rapport à ce milieu professionnel qu'il connaissait assez mal. Il y avait très peu d'enseignants qui étaient au front. Et en retour, notre mouvement était alors, disons, dans une critique qui était exclusivement négative des dysfonctionnements. Les choses ont radicalement changé avec la création du collectif Racine, qui a marqué en quelque sorte eh bien, l'arrivée d'enseignants dans le front de Marine Le Pen. Voilà. Nous avons, parce que nous sommes instruits des réalités du terrain, d'abord nous nous sommes emparés de tous les dossiers, de la maternelle à l'université, sans oublier les questions administratives, pour poser des analyses et des diagnostics qui trouvent un écho absolument certain dans l'opinion. Ça pourrait être un leitmotiv aussi pour comment dire, maintenir la foi qui est la vôtre, je pense, dans notre mouvement et qui est sans doute assez vive. Je pense que ce que nous disons spécifiquement sur l'école eh bien, est reçu d'une façon assez majoritaire par l'opinion, parce que ce sont des diagnostics de bon sens et des propositions. Nous avons par ailleurs porté à la connaissance de l'opinion donc les voies de redressement que nous préconisons pour un système scolaire et universitaire, non seulement qui est à bout de souffle, mais qui est quasiment en état d'asphyxie. Et comme je le disais en transition, nous sommes à l'heure actuelle dans la phase où nous élaborons des mesures qui sont à la fois réalistes et concrètes, qui sont aussi novatrices et ambitieuses. Nous travaillons sur des projets de loi en vue de notre accès à l'exécutif suprême. Dans le même temps de notre activité en tant que collectif du Rassemblement Bleu Marine, la nécessité nous est apparue et nous est d'une certaine façon apparue de façon croissante qu'il nous fallait nous tenir toujours plus près des difficultés que rencontrent les élèves, les étudiants et leurs familles, toujours plus à l'écoute des aspirations qui sont les leurs. Les familles étant d'ailleurs aux côtés de beaucoup d'enseignants les premières à vivre et à éprouver, et souvent dans la difficulté, les dysfonctionnements et pour tout dire l'état largement calamiteux de notre système d'enseignement. C'est pourquoi je souhaite vivement qu'une fois que mon propos sera achevé, eh bien, s'instaure véritablement un échange, un débat, parce que je ne doute pas que vous avez beaucoup à dire sur les questions scolaires et universitaires. L'école nous concerne tous parce qu'elle est le lieu où, par excellence, convergent les intérêts individuels et l'intérêt général, celui de la nation dans son ensemble. Il est d'abord dans l'intérêt fondamental de chaque enfant, de chaque jeune, que l'école lui donne les moyens de s'épanouir selon ses compétences, ses aspirations et ses goûts, qu'elle lui donne les moyens de sa réussite personnelle. Les familles sont en droit d'attendre que l'école fonctionne pleinement comme un lieu de réussite individuelle et comme un vecteur de promotion sociale. Et il est tout autant dans l'intérêt collectif de la nation qu'en promouvant ainsi sa jeunesse, l'école lui assure un avenir à la nation. Il dépend d'abord et très largement de son école que la France échappe à la relégation à laquelle nos élites mondialisées, depuis 40 ans, non seulement, il faut bien le reconnaître, bien sûr, consentent, mais dont elles se font les complices. Il dépend largement de son école que la France continue, au contraire, d'exister comme véritable puissance libre et souveraine. Notre pays, en effet, notre nation, la France, a besoin d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs hautement qualifiés en vue tout particulièrement de sa nécessaire réindustrialisation. Elle a aussi besoin, bien sûr, de scientifiques qui soient à la pointe mondiale de leur discipline, car l'avenir d'une nation dépend largement de son aptitude à faire progresser la recherche. Elle a également besoin d'hommes et de femmes de lettres, bien sûr aussi, qui œuvrent et continuent d'assurer son rayonnement culturel par la perpétuation de l'esprit français. Et c'est évidemment d'abord et surtout de l'école dont tout cela dépend. L'école constitue donc bien un enjeu
pour toute une nation et un enjeu de premier ordre. Pourtant, elle a donc été sapée, cette école, par des forces, par une logique antinationale et anti-républicaine, qui l'ont progressivement détournée de ses missions, au point qu'elle ne remplit aujourd'hui que bien peu ses fonctions essentielles. Article après article, conférence après conférence, nous avons largement et de multiples fois décrit le processus et les causes de cette défection qui a conduit notre système d'enseignement depuis 40 ans à s'enfoncer peu à peu dans le déclin. Disons, pour être assez bref, car je voudrais donc surtout aborder les propositions que nous sommes en train d'élaborer, que le déclin de notre école et de notre université tient à la convergence de deux principales causes ayant, et pour le pire, agi de concert. D'une part, le contresens égalitariste, que je vais exposer, qui a été le vecteur d'un véritable nivellement par le bas, le tout qui s'est trouvé accentué à partir des années 80 surtout, par le pédagogisme, l'idéologie délirante, que je préciserai également pour ceux qui ne sauraient pas ce que le terme recouvre exactement. Mais d'autre part, et donc ces deux causes se sont révélées convergentes, notre école a aussi été compromise, niée dans ses missions, par le reniement de tout ce qui est national et républicain de la part de nos élites au pouvoir, qui se sont unanimement convertis aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme. Tout d'abord, pour expliquer comment l'égalitarisme a donc ruiné notre école, l'a entraîné dans le déclin, eh bien, il faut, je prends les choses historiquement en remontant là pour le négatif bien moins loin que toi, il faut voir dans la loi que nous évoquions lors d'une discussion que nous avions juste avant, la loi Abi de 1975, qui porte la création du collège unique, ce que j'appellerais le péché originel. Voilà. C'est le milieu donc, des années 70. Il y aura quand même une petite résistance du système parce que la loi Abi entrera vraiment en application 2-3 ans après. Mais cette loi en question, donc, porte création du collège unique, c'est-à-dire bat en brèche le principe de toute espèce de sélection au niveau du collège. En réalité, ce que la loi Abi inscrivait d'ores et déjà dans le droit et dans les faits, eh bien, c'est donc un contresens total qui a été commis sur l'égalité, bien compris, sur l'égalité républicaine. On a cru que le moyen plutôt, pour parvenir à démocratiser le système, était d'abaisser le niveau d'exigence. Donc cela s'est traduit et n'a pas eu fini de se traduire, n'a pas continué de se traduire, pardon, eh bien, par une révision toujours davantage à la baisse des contenus enseignés, de ce qui était demandé aux élèves, donc en termes d'exigence. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, même si, et c'est connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions, eh bien, même s'il y avait des intentions peut-être louables à l'origine, notamment effectivement cette finalité de démocratisation, en réalité, on a produit l'effet strictement opposé. Puisque, à mesure que le niveau d'exigence s'abaissait, eh bien, ce sont les élèves qui avaient tout à attendre de l'école, c'est-à-dire ceux qui étaient des milieux sociaux, originaires des milieux sociaux les plus modestes, qui ne s'y retrouvaient pas. Et donc, l'école s'est mise, à partir de là, non plus simplement à reproduire les inégalités sociales, mais d'une certaine façon, à les amplifier. Oui. Ce contresens égalitariste, malheureusement, travaille toujours effectivement en creux les réformes, y compris les plus récentes d'entre elles. Nous assistons en effet à la défaveur de la catastrophique réforme du collège que la ministre actuelle mettra en œuvre à la rentrée prochaine. Nous assistons particulièrement à la suppression de l'enseignement du latin et du grec. Or, le latin et le grec, il faut bien le comprendre, était un enseignement dans lequel les jeunes Français, quel que soit leur milieu social d'origine, ont longtemps trouvé une rigueur grammaticale et un éclairage irremplaçable sur les origines et le fonctionnement de leur langue. Voilà. Donc ce n'est pas du tout un enseignement élitiste, au sens où ce serait réservé
plus privilégier les élèves, mais c'est au contraire un enseignement qui permettrait aux élèves, y compris issus des milieux les plus défavorisés, eh bien, une certaine ascension sociale. Mais je le disais, ce contresens égalitariste sur l'égalité, eh bien, s'est trouvé décuplé par une idéologie absolument délirante qui, elle aussi, malheureusement, n'en finit pas de sévir, qui est l'idéologie pédagogiste. Là, en l'espèce, le péché originel, eh bien, c'est la loi Jospin de 1989 qui institutionnalise véritablement le pédagogisme. Alors, pour expliquer de quoi il retourne, le terme de pédagogisme est évidemment formé sur le mot pédagogie. Que la pédagogie soit ô combien nécessaire quand on remplit cette noble mission d'enseignement, tout le monde en conviendra. Il ne suffit pas d'être compétent dans la discipline qu'on prétend enseigner, il faut également maîtriser cet art qui est l'art de la pédagogie. Mais le pédagogisme est l'exact contraire en réalité, est une déviation et d'une certaine façon la négation pure et simple de la véritable pédagogie. La pédagogie en effet c'est un art, c'est-à-dire une pratique dans laquelle on devient habile au fur et à mesure où justement on la pratique, en se trompant, en essayant, en bénéficiant, j'y reviendrai dans la partie propositionnelle de mon propos, des conseils que peut donner un maître aguerri. C'est un art, ce n'est certainement pas quelque chose qui s'enseigne de façon théorique. Voilà. Eh bien, la première phase du pédagogisme, ce sont les sciences de l'éducation, les prétendues sciences de l'éducation. D'ailleurs, la loi Jospin porte notamment création des instituts universitaires de formation des maîtres, où l'on prétend enseigner les sciences de l'éducation. En réalité, là aussi, le contresens est majeur, parce que donc la pédagogie n'est pas une science qui se transmettrait tel un savoir théorique, mais bien un art, et les UFM vont déformer les enseignants, en réalité, plutôt que de les former. Aujourd'hui, les UFM, après avoir été suspendus, ont été recréés par le ministre Payon, et ils portent le nom d'ESP, École supérieure du professorat et de l'éducation. Mais le pédagogisme, c'est aussi, et là aussi je vais faire référence à la loi Jospin de 1989, eh bien c'est aussi le principe selon lequel il s'agirait de mettre l'élève au centre du système. La phrase exacte contenue dans le texte est l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. Qu'on mesure bien ce que cela signifie. À l'école, bien sûr, le bon sens l'exige, c'est le savoir qui doit être au centre du système, et non pas l'élève. Et ce n'est encore moins, c'est encore moins l'élève comme référent de la culture commune. Ce que cela a permis, traduction dans les faits, traduction extrêmement concrète, c'est notamment que sous prétexte que dans tel ou tel établissement scolaire, eh bien, l'univers culturel, disons, des élèves était le rap plutôt qu'autre chose, eh bien, de prétendre leur donner en cours de français comme texte à étudier des textes de rappeurs plutôt que en sacrifiant les textes de notre littérature. Voilà. Donc on voit bien comment cette idéologie pédagogiste reposant sur le contresens selon lequel la pédagogie serait un savoir théorique et prétendant placer l'élève au centre, a en fait renforcé l'égalitarisme avec le même effet qui a été bien sûr le nivellement par le bas. Bon. Alors il faut ajouter sans doute un autre élément d'analyse qui est peut-être moins connu, parce que ce que je viens de dire là est assez connu justement, c'est que les politiques scolaires ont subi, ici comme ailleurs, eh bien, les effets, les dictats en réalité européens. Je le disais tout à l'heure, une autre grande cause du déclin dans lequel n'en finit pas de s'enfoncer notre école, eh bien, c'est la conversion de nos élites politiques aux dogmes ultralibéraux et euromondialistes. Je parlerai, je le fais souvent, de souveraineté éducative qu'il s'agit de recouvrer parce qu'elle est également liée. Bon. Alors en l'espèce, en matière éducative, il faut tout particulièrement parler du protocole de Lisbonne qui, depuis l'an 2000, définit et oriente, et avec le consentement, ou devrait-on dire même la complicité des gouvernements successifs, UMP comme PS, l'ensemble de nos politiques éducatives. Preuve en est
que les objectifs définis par le Conseil européen et que traduisent ces directives ont constamment été réaffirmés depuis. Nos gouvernements se sont donc toujours fait fort d'aller plus loin dans l'application de ces directives. Alors concrètement, comment se traduisent-elles? Là, il faut faire mention d'une autre loi, qui est la loi Fillon de 2005. Voilà. La loi Fillon de 2005 est la traduction à peine masquée des dictats éducatifs de l'Union européenne. Pour entrer dans le contenu, la stratégie qui a été définie à Lisbonne est d'abord exclusivement à visée économique. Il s'est agi de faire de l'Union européenne le cadre, je cite, de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, en retenant comme modèle exclusif et sacralisé celui des États-Unis d'Amérique. À cette fin, la principale mission reconnue à l'école est-elle devenue celle de l'employabilité, employabilité de surcroît envisagée bien sûr sous l'angle de la flexibilité des emplois. De ce point de vue, et tu l'as cité, toutes les régressions en termes de savoir effectivement enseigné devenaient possibles. Et on a entrepris en réalité de réaliser ce qu'à la même époque Jean-Claude Michéa désignait comme l'école du capitalisme total. Les dictats européistes de Lisbonne, qui se sont traduits notamment dans la loi Fillon donc de 2005, ce fut d'abord le socle commun des connaissances, qui est une sorte de moins-disant sans précédent en termes d'instruction. Ce fut aussi la diffusion chez les élèves de l'esprit d'entreprise, alors qu'il y a un problème, c'est une question sur laquelle on travaille, effectivement, que le milieu enseignant soit trop coupé des réalités de l'entreprise, c'est incontestable, mais là il s'est bien agi, effectivement, de convertir à l'esprit d'entreprise les élèves, ce qui évidemment en plus n'a pas fonctionné tant qu'il y a des réticences dans le milieu enseignant. Ce fut par ailleurs la vénération du dieu numérique, dont on sait, il faut être honnête, qu'il n'apporte absolument rien à l'école. Ce fut également l'apprentissage précoce de l'anglais en primaire, alors même que le français n'est pas maîtrisé. Le rapport Tello de 2004, sur la base duquel allait être justement conçue la loi Fillon, osait ainsi proclamer, je cite toujours, que les compétences fondamentales pour le citoyen du XXIe siècle sont en définitive l'anglais de communication internationale et les technologies de l'information et de la communication. Point final, on s'arrêtait donc là. Et ces directives étant donc européennes, les autres pays les ont largement subies, et l'on saura gré à l'ancien président du Conseil italien, Berlusconi, d'avoir eu le mérite de résumer dans une formule percutante les objectifs qu'on a signés à l'école Made in Lisbonne, je cite avec un italien approximatif, Inglese, impresa, Internet, je ne sais pas comment ça se prononce, à l'italienne, tout le monde a compris, anglais, entreprise, Internet. Nos élites donc se sont à ce point converties à l'euromondialisme qu'elles se sont totalement détournées de la France, qu'elles n'aiment pas d'ailleurs, le plus souvent, au point de systématiquement dilapider toute transmission par l'école de l'héritage a été particulièrement marquant et très actuel parce que il y a eu un véritable scandale autour de ce que prévoyait la réforme du collège pour les programmes d'histoire et de géographie. Il y a eu quelques reculs du ministère. On a en réalité substitué la repentance institutionnelle, inscrite cette fois-ci dans les textes, au roman national. Ça a été aussi effectivement le sacrifice de l'enseignement de la langue française. J'évoquais tout à l'heure les textes de rap en lieu et place des textes des grands auteurs, mais bien sûr l'enseignement du français commence en amont. Dans le dernier numéro de notre lettre trimestrielle, auquel vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, à laquelle vous pouvez vous abonner, nous posions la question: d'où Najat Vallaud-Belkacem tient-elle une telle détestation de la langue française pour prétendre à ce point en liquider l'enseignement? Effectivement, les coups portés aux Français par la réduction du nombre d'heures particulièrement que prévoit la réforme du collège, eh bien, sont sans précédent. Et puis, ce fut par ailleurs la catastrophique suppression des langues anciennes qui ont été, il faut bien le reconnaître, eh bien, progressivement tuées, mais que nous préconiserons pour notre part de rétablir, de permettre à tous les enfants eh bien, d'étudier le latin et le grec. Alors, j'ai, je crois, suffisamment décrit les maux dont souffre notre système et les causes de ces maux. Je voudrais à présent, pour faire naître l'espoir, aborder sur quoi nous travaillons
en termes de propositions. L'école, j'ai suffisamment insisté, constitue un enjeu majeur pour la nation, de sorte que son redressement ne peut être envisagé que comme une grande cause nationale, et que l'impératif et l'urgence, ce sera de retrouver une véritable souveraineté éducative, pour utiliser une deuxième fois cette expression. La nation doit retrouver la pleine maîtrise de ses politiques scolaires, et à cette fin, la France doit faire preuve d'une volonté politique totale, et nous savons qu'une fois aux responsabilités, nous ne manquerons pas de cette volonté politique. Nous réfléchissons, nous avons constitué en interne, le collectif Racine, à qui il revient cette noble tâche de réflexion et d'élaboration d'un pré-projet. Nous réfléchissons en profondeur et présenterons le moment venu des propositions abouties à notre présidente. Mais donc nous laissons affleurer d'ici là quelques-unes des idées que nous avons. Alors en premier lieu, il faudra bien sûr procéder à une réforme du système à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire. Ainsi, nous menons une réflexion sur ce que doivent être les enseignements fondamentaux en primaire et aussi les méthodes selon lesquelles ces enseignements doivent être dispensés. L'école primaire, et tout particulièrement l'école élémentaire, ont les justes désignations de leur mission. Elles doivent prioritairement transmettre aux enfants les éléments de toute instruction, c'est-à-dire les savoirs fondamentaux que constituent la lecture, l'écriture et le calcul. Chaque enfant doit sortir du primaire en maîtrisant ses fondamentaux. Cela exige, du point de vue des contenus, qu'ils cessent donc d'être revus à la baisse et que leur transmission ne soit plus différée. Il n'est pas admissible d'entendre dire, alibi invoqué assez souvent par le ministre ou la ministre actuelle, eh bien que de toute façon, ce n'est pas grave si les enfants sortent du primaire sans maîtriser la lecture, puisque on fait du français dans toutes les disciplines et à tous les niveaux, et qu'ils auront largement le temps de perfectionner leur français au collège. Cela est évidemment les plus admissibles. Bon, ce sont par ailleurs, selon des méthodes éprouvées, que le français doit être enseigné, que la lecture et l'écriture doivent être enseignées. Ce sont des méthodes éprouvées qui doivent être retenues et appliquées, c'est-à-dire les méthodes classiques et traditionnelles. Les méthodes actuelles, en réalité, relèvent de la fausse modernité, outre qu'elles ont condamné, depuis une bonne quarantaine d'années, bien des enfants à la dyslexie. Ce que nous apprennent au contraire les études neurologiques les plus récentes, c'est que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase. Donc il s'agira, bien sûr, de mettre hors la loi toute autre méthode que la méthode syllabique. C'est là un des points fondamentaux. De façon plus générale, il va s'agir bien sûr de recentrer l'école sur ses missions essentielles. Ce n'est pas en plaçant l'élève au centre du système, en prétendant lui faire inventer ses propres savoirs ou autre ineptie pédagogiste, que l'école remplit ses missions, mais c'est bien en lui dispensant un enseignement exigeant et en lui donnant le goût de l'effort que l'école doit lui permettre de trouver du sens et de s'épanouir. En troisième lieu, il va falloir effectivement qu'enfin l'école renoue avec le principe de l'égalité républicaine bien comprise. Pour cela, nous envisageons bien entendu la mise en place de paliers de sélection justes. J'ai tout à l'heure parlé du collège unique. Eh bien, le collège unique est donc le refus même de toute espèce de sélection. Vous savez que nous préconisons depuis de longue date l'apprentissage dès 14 ans, parce que nous savons, tout enseignant vous dira que de façon le plus souvent précoce se révèlent chez l'enfant les dispositions qui sont les siennes, savoir s'il s'épanouira dans une voie professionnelle, manuelle ou dans une voie plus générale et plus théorique. Eh bien, il faudra effectivement retrouver, remettre en place un palier de sélection juste, selon des critères équitables bien entendu, au niveau du collège. Et puis, il faut, pour prendre le système à l'autre bout, en quelque sorte, que le bac redevienne un véritable palier de sélection. On sait bien ce qu'il en est en effet. Nous avons 78% de bacheliers dans une classe d'âge. La ministre, comme chaque année, se réjouira cette année de ce que le chiffre aura probablement un peu augmenté encore. Tout simplement parce qu'on a refusé de considérer et de maintenir le bac à titre de véritable sélection. Or, il faut mettre ce chiffre de réussite massive au bac
en regard avec le chiffre d'échecs massifs en première année universitaire. En réalité, ce qui se produit, parce que le bac ne se veut plus un palier de sélection, eh bien, la sélection se fait de façon beaucoup plus retorse, beaucoup plus perverse, parce que des étudiants s'embarquent sans trop savoir où ils vont, souvent dans des filières qui parfois n'ont pas de débouchés, où les diplômes sont à ce point dévalorisés que le résultat est le même. Eh bien, pour plus de clarté, pour plus de justice, pour plus d'égalité, bien comprise, il faudra donc que le système remette en place des paliers de sélection justes. Nous sommes en train de réfléchir très très précisément et très très finement sur ces questions. Il faudra également que l'école remplisse une autre de ses missions, qui est de former de véritables citoyens libres et éclairés, et j'ajouterai responsables, ce qui est un impératif également pour que les établissements scolaires, qui sont très souvent sinistrés par la violence scolaire, eh bien, retrouvent le chemin de la sérénité. Je ne dis pas que c'est une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire, effectivement, que de susciter chez les enfants, chez les jeunes, l'esprit de citoyenneté et la responsabilité. Alors nous projetons à ce titre de dispenser à tous les niveaux un véritable enseignement d'instruction civique, ce qu'aucun ministre n'a voulu faire. Pour ceux qui connaissent, ce qui un temps s'est appelé le CJS au niveau du lycée, éducation civique, juridique et sociale, ce qui s'appelle à présent EMC, c'est de la farce, de l'imposture. Il est même écrit noir sur blanc dans les textes, les instructions officielles concernant le pseudo-enseignement de CJS, que les enseignants n'ont pas à transmettre des connaissances. Voilà. Donc il s'agit d'organiser des débats, le plus souvent pour se repaître des lieux communs à la mode, de parler de développement durable et ce genre de choses. Donc ce n'est pas ce que l'on peut appeler un véritable enseignement civique, on est bien d'accord, une véritable instruction civique. Alors nous projetons de dispenser à tous les niveaux un véritable enseignement qui devra, selon notre réflexion en cours, eh bien, dispenser des notions de droit constitutionnel, et sans doute dès un niveau, dès un âge précoce, des notions de droit constitutionnel, de fonctionnement des institutions également, une éducation à la défense, dont je pourrais vous parler longuement, parce qu'il faut savoir, ce que généralement on ignore totalement, on voit bien des réticences idéologiques qui sont quand même très présentes dans ce milieu enseignant, que les enseignants ont une obligation à éduquer à la défense, aux problématiques de défense. Ce n'est absolument pas fait. C'est un impératif, bien entendu. Il faudra également que ce véritable enseignement d'instruction civique eh bien, comporte une véritable éducation aux médias, ce qui est un point très délicat. Parce que dès lors effectivement qu'on prétend mener ce genre d'éducation, on glisse très souvent vers un défaut net de neutralité. Nous sommes en train également de travailler cette question-là. Bon, et puis bien sûr, il faudra que l'école se remette à transmettre, donc là on aborde plus particulièrement la question des programmes scolaires, un héritage national. C'est notamment le rôle crucial de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. L'enseignement de l'histoire et de la géographie a pour fonction, en effet, de permettre à l'élève de se situer dans le temps et dans l'espace. Il a pour fonction de lui permettre de rendre concrètes ses appartenances collectives et même, disons-le, l'âme de la France. Et par ailleurs, l'enseignement de l'histoire et de la géographie, point précédent, eh bien, contribue très largement à la formation du citoyen. C'est pourquoi il est proprement inacceptable, j'y reviens, que des pans entiers de notre histoire nationale aient disparu et continuent de disparaître des programmes d'enseignement de l'histoire. Cela en dit long par ailleurs quant au degré de renoncement et de soumission de nos élites au pouvoir à l'égard d'instances supranationales. L'enseignement de l'histoire doit au contraire renouer avec le roman national, qui doit y occuper bien entendu une place centrale. L'une des finalités de l'école est en effet de donner aux enfants de France des raisons d'être fiers de leur pays. Et elle doit tout autant remplir une fonction assimilatrice, ce qui exige que tous les jeunes Français puissent se reconnaître dans une histoire commune, de la Gaule romaine à la République, en passant par le roi et par l'Empire.
Et bien sûr, pour la transmission de l'héritage national, il faut renouer. Là aussi, nous avons beaucoup de littéraires au collectif Racine. Peut-être le nom Racine les a-t-il spécialement attirés. Mais il faut évidemment revoir en profondeur l'enseignement du français et de la littérature française, car effectivement, les classes secondaires doivent être le lieu où l'on donne à nos élèves le goût de leur littérature nationale. Il y a encore une autre grande question sur laquelle nous travaillons, c'est la question de la formation des enseignants. Nous en discutions un peu tout à l'heure. Eh bien, il faut mettre un terme, on mettra un terme à ces temples du pédagogisme que furent de 90 à 2008, je crois, et à présent, non, 2008, c'est plus récent, les IUFM, les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, que sont aujourd'hui les SP. Alors, nous envisageons des voies extrêmement précises concernant les formations, mais nous sommes, en raison du fait de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au sujet de la pédagogie, à savoir qu'elle est un art, nous entendrons privilégier la fréquentation par l'enseignant débutant des cours d'un maître aguerri, voilà, qui serait effectivement son tuteur et qui lui permettrait de s'essayer, de comprendre ce qu'il convient de faire, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Donc nous travaillons également beaucoup. Enfin, et il ne faut pas l'expliquer, je m'avise que j'ai assez peu parlé voire pas du tout, de l'université, mais les problématiques sont assez transposables cependant. Il faudra également, nous travaillons sur ce grand dossier, réunir des conditions, disons, d'administration ou administrative pour redresser le système scolaire et le système universitaire. Puisqu'une république volontariste ne pourra réformer l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qu'en leur donnant des directives suivies des faits, nous réfléchissons tout particulièrement aux modalités de la nécessaire et progressive recentralisation de leurs administrations. L'ensemble du système scolaire souffre d'un défaut de centralisation et de cohérence nationale, ce qui est particulièrement sensible au regard du peu de contrôle qui s'exerce relativement à les expérimentations pédagogiques plus ou moins hasardeuses. Notre pays a un besoin urgent d'un grand plan de redressement de son système scolaire et non que les initiatives locales interfèrent avec une politique qui ne peut être conduite en réalité qu'au niveau national. C'est du reste une exigence républicaine que de garantir l'égalité de tous les élèves devant les enseignements dispensés, en matière d'apprentissage de la lecture d'ailleurs comme en tout autre. Donc dans ce cadre, nous travaillons des dossiers aussi centraux que celui de l'autonomie des établissements, que nous entendons bien limiter, du statut et des fonctions des personnels de direction, du directeur d'école notamment, ou encore du rôle que doivent remplir les corps d'inspection. En conclusion, par son école, une nation prépare son propre avenir. Les politiques scolaires doivent donc être décidées au niveau national, et c'est à l'État qu'il incombe de prendre en charge les politiques organisant le système scolaire, définissant pour chaque niveau d'enseignement ce qu'il s'agit d'enseigner et comment. N'oublions pas que notre école était, il y a quelques décennies encore, l'une des meilleures au monde. Que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui, elle fasse défaut à ce point? Si c'est par son école qu'une nation prépare son avenir, le fait que l'école aille mal, et la nôtre se porte très mal, constitue le révélateur parfaitement clair de ce que la nation a renoncé à elle-même, a perdu ses ambitions et n'a plus grande idée de son avenir. Ici comme ailleurs, la France doit retrouver sa souveraineté, sa politique éducative doit être réorientée dans le sens de l'intérêt individuel des élèves qui rejoint celui collectif de la nation. Il nous faudra donc regagner une pleine souveraineté éducative, dimension décisive de cette souveraineté nationale qu'il nous faut plus généralement retrouver, car à défaut, la France ne saura reprendre en main son destin. Je vous remercie.